Bonsoir tout le monde, je me présente, c'est Dr Layati Khaled, résident en ophtalmologie au niveau de CHU Bab El Oued. Je vais vous présenter aujourd'hui le premier cours d'une série de cours d'ophtalmologie destinés aux externes de 6e année médecine. Notre cours aujourd'hui s'intitule Anatomie de l'appareil visuel. Avant de commencer, il faut que vous sachiez que la bonne connaissance de l'anatomie est plus que nécessaire à la bonne compréhension de la pathologie par la suite. Je vous invite à travailler le cours avec moi en prenant une feuille blanche et en essayant de développer le plan titre par titre, sous-titre par sous-titre. Ça va vous aider à bien assimiler le cours. Sans trop tarder, on commence. L'œil ou globe oculaire est l'organe de la vision. Il est important de ne pas confondre l'œil, qui est l'organe de la vision, avec l'ensemble de l'appareil visuel, qui est un ensemble d'organes et de structures annexés à l'œil et qui ont un rôle à la fois de soutien et de protection. L'œil n'étant qu'une partie de l'appareil visuel. L'œil est situé à l'étage moyen de la face, au niveau d'une cavité osseuse qu'on appelle orbite. L'œil ou le globe oculaire est entouré par 6 muscles destinés à le mouvoir. On va détailler tout ça par la suite. Elle est protégée à sa partie antérieure par les paupières. Donc latéralement et postérieurement, l'œil est protégé par l'orbite osseuse. En antérieur, l'œil est protégé par les paupières. Nous allons décrire successivement les différents constituants de l'appareil visuel, à savoir l'orbite osseuse, le globe oculaire et les annexes du globe, les muscles oculomoteurs, les paupières et l'appareil lacrymal. Commençons par l'orbite osseuse. L'orbite osseuse est constituée par des os appartenant soit au massif facial, c'est-à-dire à la face, aux os de la face, soit au massif crânien. De ce fait, l'orbite osseuse est considérée comme étant une jonction entre la face et le crâne. Sur ce schéma par exemple, on a le maxillaire en violet. Lui, il appartient aux os de la face. Le zygomatique en bleu. Le frontal en rouge, lui, il appartient aux os du crâne. Donc on comprend bien que cette particularité fait de l'orbite osseuse une jonction entre ces deux structures importantes qui sont la face et le crâne. L'orbite osseuse, donc par sa structure osseuse solide, protège les organes de l'appareil de la vision. Sur un plan géométrique, l'orbite a la forme d'une pyramide quadrangulaire, à base antérieure et à sommet postérieur, à base antérieure ouverte et un sommet postérieur plus étroit. On lui décrit 4 parois, une paroi médiale, une paroi latérale, un toit, la paroi supérieure, et un plancher, la paroi inférieure. Encore une fois, donc une base largement ouverte en avant et un sommet postérieur.
Il faut savoir aussi que les deux orbites sont séparées l'une de l'autre par les cavités nasales et les sinus ethmoïdaux. Les deux orbites sont séparées l'une de l'autre par les cavités nasales et les sinus ethmoïdaux. L'orbite osseuse ménage un certain nombre d'orifices, lieu de passage des éléments vasculo-nerveux. Sur cette image de vue frontale et légèrement latérale de l'orbite droite, on note la présence de trous ou d'orifices qui sont en fait le lieu de passage des artères, des veines et des nerfs. Avant de détailler ces trous ou ces orifices, on commence par détailler les os constituant l'orbite osseuse. Ici en bleu est l'os frontal, qui est un os qui appartient aux os du crâne. C'est sa face orbitaire qui participe à la constitution du toit de l'orbite. En jaune, c'est une partie de l'os sphénoïde et non pas tout l'os sphénoïde, lui qui est un os complexe. L'os sphénoïde participe par ses deux ailes à la constitution de l'apex orbitaire. On a ici la grande aile de l'os sphénoïde. Plus en dedans, on a la petite aile de l'os sphénoïde. En rouge, c'est l'os zygomatique. En vert ici est l'os maxillaire avec sa branche montante qui s'articule avec le frontal et sa face orbitaire qui constitue le plancher. Plus à l'intérieur, on a l'os ethmoïde. Le premier trou de l'orbite à détailler est le canal optique. Le canal optique est très important à connaître car il livre passage, entre autres, au nerf optique. Donc on comprend bien que toute lésion à ce niveau-là, qu'elle soit d'ordre tumoral ou inflammatoire, ou d'autres natures, peut menacer la vision par atteinte du nerf optique. Le trou ou le canal optique est proche de l'apex orbitaire. Il est creusé entre les deux racines de la petite aile du sphénoïde. Donc ici c'est la petite aile du sphénoïde, il est creusé entre les deux racines. Ce canal osseux donc fait communiquer l'orbite et l'étage antérieur de la base du crâne. La deuxième fissure à connaître, c'est la fissure orbitaire supérieure. On l'appelle aussi la fente sphénoïdale. Elle est située entre les deux ailes du sphénoïde, entre la grande aile du sphénoïde et la petite aile du sphénoïde, en forme de virgule avec une partie renflée qui occupe le sommet de l'orbite. Ici, on a la fissure orbitaire inférieure qui forme la partie postérieure du bord inféro-latéral. La partie postérieure du bord inféro-latéral. Elle est comprise entre la grande aile du sphénoïde en haut et la face orbitaire du maxillaire en bas. On le voit bien
sur le schéma. On a fini avec l'orbite osseuse. Maintenant, on passe au globe oculaire. Il faut savoir que le globe oculaire est constitué d'un contenant qui sont les membranes oculaires au nombre de 3 et un contenu qui sont les milieux transparents. Le globe oculaire est situé à la partie antérieure de l'orbite, séparé du plan osseux par des éléments fibreux, adipeux et musculaires, qui le protègent aussi. C'est un organe sphéroïde avec une coque, le contenant, fait de 3 membranes, la sclère, la plus externe, la choroïde et la rétine qui est la membrane la plus interne. Cette coque ou ces 3 membranes entourent des milieux transparents à travers lesquels passe la lumière, qui sont l'humeur aqueuse, le cristallin et le vitré, le corps vitré. Chez l'adulte, le globe oculaire mesure 24 mm de diamètre. Il a un poids de 7 grammes et un volume de 6,5 cm3. Vous n'êtes pas obligé de retenir ces chiffres, c'est juste à titre indicatif. Avant de continuer, je voudrais bien attirer votre attention sur une notion importante, à la fois en anatomie et en pathologie par la suite. C'est ce qu'on appelle la segmentation du globe oculaire. Le globe oculaire est divisé schématiquement, anatomiquement, et même en ce qui concerne sa pathologie, en 2 segments. Le segment antérieur et le segment postérieur. Avant de citer les éléments constituant chaque segment, on va essayer de travailler ce schéma rapidement. D'abord, on a parlé des 3 membranes. La membrane la plus externe, ici en blanc, c'est ce qu'on appelle la sclère, qui est une membrane fibreuse. La sclère et la cornée transparente en avant. Plus en dedans, on a la choroïde, qui est une membrane vasculaire, nourricière. Et puis, à l'intérieur de l'œil, on a la membrane sensorielle responsable de la vision, qu'on appelle la rétine. Ici, on a l'iris. Puis le cristallin. Ensuite, on a l'humeur vitrée ou tout simplement le vitré. Maintenant, il faut savoir que le segment antérieur est tout ce qui se trouve en avant du cristallin. C'est-à-dire, on a la cornée, ici l'iris. Entre l'iris et la cornée, on a ce qu'on appelle la chambre antérieure. Entre l'iris et le cristallin, on a ce qu'on appelle la chambre postérieure. Les 2 chambres, on parle de chambre et pas de segment, constituent le segment antérieur. Le cristallin fait partie du segment antérieur. Maintenant, plus simplement, tout ce qui se trouve derrière le cristallin
constitue le segment postérieur. Alors, le globe oculaire est constitué et formé d'un contenant, qui sont les membranes oculaires, sclère et la cornée. L'UV, j'ai parlé de la choroïde. En fait, la choroïde n'est que la partie postérieure de l'UV. Les deux autres structures sont le corps ciliaire et l'iris qui font partie de l'UV. On verra tout ça en détail. Et puis la rétine. Donc les trois constituent le contenant. Le contenu ou les milieux transparents, c'est l'humeur aqueuse, le cristallin et le vitré. Les membranes oculaires. Sur votre feuille blanche, donc vous allez mettre 3.1 le contenant, 3.1 membrane externe fibreuse, et vous allez donc mettre en pause la vidéo, vous allez prendre des notes. C'est comme ça qu'on apprend et qu'on avance. La sclère, on va commencer par la sclère et la cornée. La sclère est une membrane blanche, opaque, très résistante, de structure tendineuse sur laquelle s'insèrent les muscles oculomoteurs. Tout simplement, en fait, ce qu'on voit ici en blanc est la sclère. Tout ce qu'on voit ici en blanc est la sclère. Donc si cette membrane blanche, elle est opaque et elle est très résistante, elle a une structure tendineuse, donc voilà, qui permet l'insertion des muscles oculomoteurs. Donc c'est une membrane fibreuse aussi, qui a une épaisseur de 1 à 2 mm. La sclère, elle forme ce qu'on appelle le blanc de l'œil. Voilà. Voici la sclère. La sclère ici est visible à travers une couche importante aussi, voilà, une membrane importante aussi, qu'on appelle la conjonctive, qui est une membrane transparente, et donc qui permet de voir la sclère à travers. Donc le blanc de l'œil, c'est la sclère. La sclère représente les 5/6 postérieurs de la coque fibreuse externe et se prolonge par la cornée en avant. La cornée constitue 1/6 de cette membrane externe fibreuse sclérocornée. Je voudrais aussi attirer votre attention sur un élément anatomique important qu'on appelle le limbe sclérocornéen. Le limbe sclérocornéen est la zone de transition entre la sclère opaque, ici en blanc, et la cornée transparente. Cette zone de transition, on l'appelle le limbe sclérocornéen. Donc voici la cornée transparente, et puis on a la sclère opaque. Ici on a l'iris, le diaphragme de l'œil, la pupille. Voici ce qu'on appelle le limbe sclérocornéen. Maintenant, on va revenir sur ce schéma, sur cette belle image. Mais pour l'instant, on va dire que le limbe, qui est de grande importance anatomique, clinique, mais surtout chirurgicale, est la zone de transition. On voit bien ici, entre la sclère, qui est opaque, et la cornée, qui est transparente. On rappelle, donc pour les schémas, c'est bien de voir et revoir les schémas, de faire et refaire les schémas. Ça vous permet de bien fixer les notions et bien fixer les informations. Passons à un autre élément
important en pathologie surtout, qui est impliqué dans la pathogénie d'une pathologie fréquente et relativement grave, qui est le glaucome. Cet élément, c'est ce qu'on appelle l'angle irido-cornéen. Irido, c'est iris. Cornéen, c'est cornée. Donc l'angle, cet angle-là, l'angle entre la cornée et l'iris, on l'appelle l'angle irido-cornéen. Pourquoi l'angle irido-cornéen est un élément anatomique important? Parce que à la partie profonde de cette zone se trouve un réseau de faisceaux fibrillaires conjonctivo-élastiques anastomosés qu'on appelle le système trabéculaire. Le système trabéculaire, qui se situe donc à ce niveau-là, fait communiquer la chambre antérieure avec son contenu qui est l'humeur aqueuse, sécrétée par le corps ciliaire ici, et un canal annulaire, on ne le voit pas bien ici, qui est enchâssé dans la sclère, qu'on appelle le canal de Schlemm. Le canal de Schlemm est une sorte de sinus veineux qui va drainer cette humeur aqueuse sécrétée par le corps ciliaire vers, donc qui va drainer l'humeur aqueuse réabsorbée par le trabéculum ou le système trabéculaire. Le système trabéculaire étant au cœur de la pathogénie du glaucome. Voici une autre belle image, c'est de belles illustrations. Donc, toujours faire et refaire. Allez-y avec moi. La sclère, très bien. La cornée. La chambre antérieure. L'iris. L'angle irido-cornéen. L'angle irido-cornéen. Le trabéculum ou le réseau trabéculaire. Le canal de Schlemm. Le cristallin. Le corps ciliaire. Le corps ciliaire à lequel donc s'amarrent les onules, qui sont une sorte de ligaments suspenseurs du cristal. Alors, le corps ciliaire sécrète l'humeur aqueuse par les prociciliaires. Elle va passer de la chambre postérieure au niveau de la chambre antérieure, au niveau du trabéculum, puis vers le canal de Schlemm. Toute altération de ce processus physiologique va être responsable d'une sorte d'accumulation de l'humeur aqueuse par diminution de son excrétion et donc une élévation de la pression intra-oculaire. Passons maintenant à la cornée. La cornée est enchâssée dans la sclérotique. Elle représente la face antérieure du globe oculaire. Sa face antérieure est lisse et convexe. Et sa face postérieure, concave, est bignée par l'humeur aqueuse. Parce que sa face postérieure, elle est en contact avec donc les éléments de la chambre antérieure. Et donc elle est bignée par l'humeur aqueuse et forme la paroi antérieure de la chambre antérieure de l'œil. C'est très important de comprendre ça. Maintenant, la cornée est composée de 5 couches. 5 couches tissulaires différentes qui sont importantes à connaître. La première couche, ou la couche la plus externe, est l'épithélium de la cornée. C'est un épithélium pavimenteux, stratifié, fait de 3 à 4 assises cellulaires. Sous l'épithélium se trouve ce qu'on appelle la couche de Bowman,
qui est une couche acellulaire faite du collagène dispersé au niveau d'un gel de protéoglycane. La troisième couche qui constitue presque 90% de l'épaisseur de la cornée est ce qu'on appelle le stroma, qui est faite d'un réseau de fibres de collagène parallèles équidistantes entre elles. La quatrième couche, c'est la membrane de Descemet. En fait, la membrane de Descemet n'est autre que la membrane basale de la cinquième couche qui est l'endothélium. L'épithélium est indissociable du film lacrymal et assure le rôle d'une barrière protectrice de l'œil. Par contre, l'endothélium, ici, il a un rôle différent, bien sûr, parce que lui, il régule l'hydratation cornéenne et donc sa transparence. Pourquoi? Parce que, en fait, le degré de l'hydratation cornéenne est aussi parmi les éléments responsables de la transparence de la cornée. On dit que la cornée est légèrement déshydratée, elle ne contient que 78% d'eau. De ce fait, toute altération de l'endothélium va être responsable d'une infiltration hydrique plus importante de la cornée, d'une hydratation plus importante de la cornée, et donc d'un œdème cornéen et d'une perte de transparence. On ne peut pas parler de la sclère et la cornée, mais surtout la cornée, sans parler du film lacrymal. Pourquoi? Parce que la surface cornéenne est recouverte par un film lacrymal qui protège la cornée de la déshydratation et maintient la régularité de la surface épithéliale. Le film lacrymal participe au pouvoir réfractif de l'œil en formant donc une première interface traversée par les rayons lumineux, c'est l'interface R, film lacrymal. Le film lacrymal est constitué de 3 couches. Là aussi, on a pas 5 couches, mais 3 couches. Le film lacrymal est constitué par 3 couches. La couche la plus externe est une couche lipidique. Puis on a une couche aqueuse qui est la couche la plus importante, une couche hydrique. Puis une couche mucoïde qui est amarrée aux microvillosités de l'épithélium cornéen. Lors de traumatismes d'agression cornéenne par des virus ou des bactéries, le film lacrymal est le vecteur des cellules inflammatoires issues des paupières ou de la conjonctive bulbaire. De ce fait, toute anomalie du film lacrymal, un type de sécheresse oculaire par exemple, est susceptible de retentir d'une façon péjorative sur la qualité d'autres structures, surtout la cornée. Passons à une structure aussi importante, qui est la conjonctive. La conjonctive est la muqueuse qui recouvre la plus grande partie de la surface oculaire. Quand on a parlé tout à l'heure de la sclère, je vous ai dit que la sclère est entourée par une membrane transparente qui est la conjonctive. Elle est constituée d'un épithélium cylindrique stratifié, non kératinisé, à cellules muqueuses et un chorion sous-jacent. Sur cette coupe de l'œil et ses annexes, ici, ce qu'on a ici en mauve ou en rose, selon votre perception de couleur, c'est ce qu'on voit ici, c'est la conjonctive. On voit bien que la conjonctive tapisse donc la sclère, puis se réfléchit
pour tapisser la partie intérieure des paupières. Ici, on a ce qu'on appelle donc la conjonctive bulbaire, qui tapisse le bulbe oculaire et la sclère. Puis la conjonctive palpébrale. Donc, conjonctive bulbaire et conjonctive palpébrale. La conjonctive joue un rôle de défense immunitaire et de maintien d'un film lacrymal de bonne qualité afin de prévenir les infections oculaires. En fait, pour plus de détails, ces microvillosités, plutôt cette couche mucoïde, est sécrétée par la conjonctive. Donc on comprend bien que au cours de conjonctivite par exemple, on a une inflammation de la conjonctive et des cellules conjonctivales, et donc on a une altération de cette couche mucoïde et par la suite une altération de la qualité du film lacrymal. D'où la sensation de sécheresse oculaire et de grains de sable associés aux conjonctivites. La deuxième membrane, qui est la membrane intermédiaire ou la couche intermédiaire, c'est ce qu'on appelle l'UV. L'UV est la tunique vasculaire nourricière de l'œil. On lui distingue trois segments, d'arrière en avant. On a la choroïde, qui est la couche la plus importante et la plus postérieure, la plus importante en matière de surface. On a le corps ciliaire, lui aussi fait partie de l'UV, et l'iris en avant, qui est l'UV antérieur. Donc l'UV est constitué par trois segments. D'abord la choroïde, qui constitue les 4/5 postérieurs environ, responsable essentiellement de la nutrition de la rétine. La deuxième partie est le corps ciliaire, assure trois fonctions. D'abord, comme on l'a déjà vu, la production de l'humeur aqueuse via ses procès ciliaires. La deuxième fonction, donc par son attachement au cristallin et sa contraction, le corps ciliaire, qui est un muscle aussi, est le moteur de l'accommodation, ce qu'on appelle la mise au point. C'est-à-dire que l'œil doit adapter sa vergence ou sa puissance optique à sa distance de vision. Plus l'image est proche de notre œil, plus on doit accommoder pour faire la mise au point et pour rendre cette image plus nette. La troisième fonction du corps ciliaire est bien sûr l'insertion des ligaments suspenseurs du cristallin qu'on appelle zonule. La troisième partie de l'UV est l'iris qui circonscrit la pupille. L'iris joue un rôle de diaphragme parce qu'il régule la quantité de lumière qui va pénétrer à l'intérieur de l'œil par ces deux muscles. Un muscle constricteur, le sphincter, et un muscle dilatateur, sous l'effet du système nerveux végétatif responsable de myosis ou de mydriase, qui sont en fait une adaptation à la luminosité ambiante. Passons maintenant à la rétine. La rétine est la tunique la plus interne des membranes de l'œil. En fait, c'est un tissu neurosensoriel, ici en vert et en jaune, capable de transformer les rayons lumineux en un signal nerveux et de le transmettre au système nerveux central via le nerf optique. Elle est divisée en deux parties séparées par l'ora serrata.
La rétine proprement dite, ici en vert, elle est postérieure et sensorielle, c'est elle qui est responsable de la vision, et une partie non sensorielle qui tapisse la face interne du corps ciliaire et de l'iris, qu'on appelle la rétine cilio-rétinienne. Les deux parties étant séparées par ce qu'on appelle l'ora serrata. La rétine présente à décrire deux zones particulières. Ici sur cette image du fond d'œil, cette photo du fond d'œil, on arrive à reconnaître la papille optique ici en jaune, qui est la tête du nerf optique ou l'extrémité antérieure du nerf optique, mais aussi le point d'émergence des vaisseaux rétiniens. Ici, c'est ce qu'on appelle la macula ou la tache jaune, la macula lutea, centrée par la fovea ou la fovea centralis. Commençons d'abord par la papille. La papille est l'extrémité antérieure du nerf optique, visible à l'examen du fond d'œil avec l'ophtalmoscope. C'est le point de convergence des fibres optiques de la rétine qui se rassemblent pour constituer le nerf optique. Ceci n'est pas visible sur l'image du fond d'œil, mais on a ici un peu partout des fibres rétiniennes qui vont toutes converger vers cette zone qui est la papille optique pour constituer la tête du nerf optique qui va aller donc jusqu'au cerveau, plus précisément vers le cortex visuel occipital. Voici sur une coupe cette même papille qui est le point de convergence, plutôt le point d'émergence de vaisseaux rétiniens. Ici on voit bien cette couche-là, qui est la couche de fibres nerveuses rétiniennes, qui vont toutes converger vers ce point, cette zone, pour constituer le nerf optique. La deuxième partie importante est la macula lutea, ou la tache jaune, qui est la zone de la rétine caractérisée par une concentration maximale de cônes, ce qui permet à la macula une vision de détail et de couleur en éclairage diurne. En fait, pourquoi cette zone est importante? Tout simplement car la macula est responsable de 9/10 de notre acuité visuelle. Autrement dit, 9/10 de notre vision. Et toute atteinte de cette zone est susceptible d'altérer notre vision, et ça, ce qui peut être responsable même de cécité. On passe à la vascularisation de la rétine. La rétine est vascularisée par l'artère centrale de la rétine, qui est une branche de l'artère ophtalmique, pénètre le globe oculaire suivant l'axe du nerf optique, et donc va émerger au centre de la papille et se diviser en deux branches, supérieure et inférieure. Je vais revenir sur l'image du fond d'œil afin de vous montrer l'artère centrale de la rétine. Donc voici l'artère centrale de la rétine, ici le vaisseau le plus grêle, artère centrale de la rétine, donc il va émerger, qui va donner deux branches, une branche supérieure et une branche inférieure. Pour ce qui est de la vascularisation veineuse, les veines de la rétine suivent le trajet inverse. Donc, suivent le trajet inverse, c'est-à-dire de la rétine vers la papille,
de toute la surface rétinienne vers la papille. De leur donc réunion va naître la veine centrale de la rétine. Après avoir fini avec les membranes oculaires, on va passer maintenant au contenu qui sont les milieux transparents. Commençons par l'humeur aqueuse. C'est un liquide nourricier, incolore et limpide, qui remplit l'espace situé entre la cornée et le cristallin, donc la chambre antérieure, si vous avez bien compris. Ce liquide est sécrété par le corps ciliaire, par les procès ciliaires. Il va passer de la chambre postérieure à travers la pupille vers la chambre antérieure, plus précisément vers l'angle iridocornéen, le réseau trabéculaire, puis le canal de Schlemm où il va être drainé. Deuxième élément transparent qui est situé donc plus en arrière, le cristallin. Le cristallin est une lentille biconvexe, c'est-à-dire convexe à sa face antérieure et convexe à sa face postérieure. On ne le voit pas bien ici, car c'est une section du cristallin. Or, le cristallin est biconvexe. C'est une donc lentille biconvexe transparente à focale variable, c'est-à-dire la mise au point va varier selon le diamètre du cristallin, lui, qui dépend de l'état de contraction du corps ciliaire à travers les ligaments suspenseurs. Le cristallin est avasculaire, une condition nécessaire à sa transparence. Il est non énervé et les échanges se font par diffusion à partir de l'humeur aqueuse. Rappelons que l'humeur aqueuse est un liquide nourricier. Il est arrimé au corps ciliaire par un système de fibres constituant son ligament suspenseur, donc les zonules ciliaires. Le vitré, lui, tout simplement, c'est un liquide visqueux. Il est plus visqueux que l'humeur aqueuse, c'est une sorte de gel transparent qui remplit toute la partie de la cavité oculaire située en arrière du cristallin, c'est-à-dire le segment postérieur. Donc c'est un gel qui remplit tout le segment postérieur et même il est bien attaché à la rétine. Il est entouré de membranes dites hyaloïdiennes. On a fini avec le globe oculaire. Maintenant, on va passer aux structures dites annexes de l'œil. Commençons. Alors, passons aux muscles oculomoteurs. Les muscles oculomoteurs sont au nombre de 6 par globe et permettant pour chaque œil de se mouvoir avec synergie et en harmonie avec l'autre œil. Donc on a 6 muscles oculomoteurs, 4 muscles droits et 2 muscles obliques qui s'insèrent sur la sclérotique. Le muscle droit supérieur, le muscle droit médial, le muscle droit inférieur, le muscle droit latéral, le muscle oblique inférieur, appelé auparavant le petit oblique, et le muscle oblique supérieur qui est plus visible sur une vue latérale. Ces muscles sont responsables, par leur contraction, du mouvement du globe oculaire vers une direction bien précise. C'est ce qu'on appelle le champ d'action du muscle. Aussi, chaque muscle est innervé par une paire crânienne. Les 6
étant innervé par 3 paires de nerfs crâniens. Maintenant, ce qu'il faut savoir et retenir et apprendre par cœur en matière de muscles oculomoteurs est leur champ d'action et leur innervation. Ceci s'avère particulièrement important à la compréhension du cours du strabisme. Le muscle droit latéral est innervé par la 6e paire crânienne. Le muscle grand oblique est innervé par la 4e paire crânienne. Le reste est innervé par la 3e paire crânienne, pour faire simple. Je sais que c'est un petit peu difficile au début de retenir les muscles oculomoteurs, leur champ d'action, leur innervation. Pour simplifier les choses, on va regrouper les muscles en 3 couples. D'abord le droit latéral et le droit médial qui sont responsables du mouvement de latéralité vers l'extérieur, vers l'intérieur. Le droit supérieur et le droit inférieur qui sont responsables du mouvement de verticalité, l'œil étant en abduction. C'est-à-dire, le droit supérieur est responsable du mouvement ono en dehors, le droit inférieur est responsable du mouvement en bas, en dehors. L'oblique supérieur et l'oblique inférieur sont responsables du mouvement de verticalité, l'œil étant en adduction. L'œil étant en adduction, c'est-à-dire vers l'intérieur, en dedans. Ici, il n'y a pas une erreur. L'oblique inférieur est responsable du mouvement du globe oculaire vers le haut, en dedans. L'oblique supérieur est responsable du mouvement du globe oculaire vers le bas, en dedans. Comme ça, c'est plus simple. Donc, c'est plus simple de retenir ces muscles, leur champ d'action, en les regroupant en 3 couples. La deuxième partie des structures annexes de l'œil sont les paupières. Les paupières forment de chaque côté 2 structures cutaneo-musculo-fibreuses. La couche la plus externe, c'est la peau, puis on a des muscles, de fibres et de tissus conjonctifs, puis la conjonctive palpébrale vers l'intérieur. Les paupières sont placées en avant du bulbe oculaire, assurant sa protection, mais pas seulement la protection, mais aussi l'étalement du film lacrymal d'une façon homogène sur la cornée. Elles sont séparées par la fente palpébrale qui sépare les 2 paupières, paupière supérieure, paupière inférieure, et se continue latéralement par les commissures, la commissure médiale et la commissure latérale. Le rôle des paupières est très important dans le drainage lacrymal et dans l'esthétique du visage. L'appareil lacrymal. L'appareil lacrymal comprend 2 parties. Un appareil de sécrétion, qui est la glande lacrymale, et un appareil d'excrétion, qui sont les voies lacrymales. La glande lacrymale. Elle se trouve dans une fossette située dans l'os frontal, donc dans la partie antéro-supérieure et latérale de l'orbite. Elle est composée de 2 lobes, on le voit bien ici sur le schéma, un lobe orbitaire, juste sous la partie orbitaire de l'os frontal, et un autre palpébral. Donc les larmes produites essentiellement par la glande lacrymale vont être déversées sur la conjonctive palpébrale supéro-externe par les canaux excréteurs en nombre de 8 à 10 qui vont s'ouvrir ici dans la partie supéro-externe de ce qu'on appelle le cul-de-sac conjonctival
vers le lac lacrymal situé ici, au niveau de la caroncule, on l'appelle la caroncule, puis par la suite vers les deux points lacrymaux supérieurs et inférieurs, à travers les canalicules lacrymaux, vers le sac lacrymal, puis le conduit lacrymonasal et le méanasal inférieur vers la muqueuse nasale où va être drainé. Alors pour finir, donc on a fait le tour de la question d'anatomie de l'appareil visuel. Donc une connaissance parfaite de l'anatomie est plus que nécessaire, elle est même obligatoire afin de comprendre la pathologie de l'œil et ses annexes. Travaillez bien votre anatomie, schématisez, il faut voir et revoir, afin de bien maîtriser votre question. Je vous remercie.